Bonjour à tous, bonjour, je suis Moufid de 368 et je vous parle donc en direct de Lille. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce webinaire donc, qui va traiter du décommissionnement de Business Objects. Donc 368, pour ceux qui connaissent, on est un peu connu maintenant depuis plus de 15 ans pour fournir en fait des solutions pour faciliter les projets de migration. Donc ça peut être des migrations, bien entendu, d'une version à une autre. On a énormément de clients qui ont migré de la version XI3 à BI4 et certains maintenant qui se projettent vers la version BI 4.3. Ça peut être aussi, bien entendu, une migration d'une version on-prem vers du cloud ou même simplement le passage d'une base de données à une autre. Donc avec l'apparition il y a quelques années de ces nouveaux outils, des nouveaux outils comme SAC, donc SAP Analytics Cloud, comme Tableau ou même Power BI ou même Looker plus récemment, et avec leur popularité un peu croissante, on a énormément en fait de clients qui nous ont demandé quelle est la meilleure façon de migrer vers ces nouvelles plateformes. Donc soit de complètement arrêter Business Object pour aller vers ces nouvelles plateformes ou plutôt avoir une approche hybride, à la fois Business Objects et à la fois nouvelles plateformes. Donc garder Business Objects pour ce qu'ils savent faire de mieux et aller plutôt vers ces nouvelles plateformes pour profiter de tout cet aspect data visualization, etc. Donc ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est que ce processus de décommissionnement, c'est un processus long, c'est très compliqué. On va aborder la question maintenant et ça peut être potentiellement très coûteux, surtout en fait si vous allez vers une technologie autre que celle de SAP. Et SAP via son outil donc SAC, SAP Analytics Cloud, a vraiment beaucoup de choses intéressantes à proposer pour connecter en fait Business Objects et faire cette transition et connecter Business Objects avec leur outil leur nouvel outil qui est SAP Analytics Cloud. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de partager une méthodologie basée sur plusieurs années d'expérience. Comme j'ai dit, ça fait un peu plus de 15 ans qu'on fait ça, qu'on a regroupé en fait en 10 étapes pour pouvoir décommissionner efficacement ou mettre en place une approche hybride. Donc, je me permets de me présenter rapidement. Je vois que tu as passé la slide, Patrick. Donc, je suis Moufid, comme je l'ai dit en introduction. Je suis responsable commercial et je suis accompagné aujourd'hui donc de Patrick, que je vais laisser se présenter également rapidement. Oui, bonjour à tous, Patrick Perrier. Donc, je suis nouvellement le directeur produit de l'équipe 360, donc tout ce qui est nos outils 368, mais aussi maintenant Kinesis, qui est notre nouvel outil pour Tableau. Merci, Patrick. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webinars, avant de commencer, donc n'hésitez pas, vous avez une section chat sur le côté de l'outil GoToWebinar où vous pouvez à tout moment poser vos questions. Donc quelques questions que ce soit, on y reviendra soit au fil de la présentation ou plutôt à la fin. On prendra les questions, on y répondra à la fin. Bien entendu, on vous enverra l'enregistrement dans les jours qui vont suivre cette présentation. Donc vous allez avoir accès à l'enregistrement de cette présentation pour pouvoir la revoir ou même la partager. Et enfin, à la fin de cette présentation, on va vous mettre à disposition un sondage en fait qu'on vous demande de remplir pour pouvoir nous aider, nous améliorer pour les prochaines fois. Donc avant de commencer, on a une petite question déjà pour faire un peu un état des lieux de ce que vous pensez. On aimerait savoir en fait, selon vous, quelle est la durée estimée de votre décommissionnement. À quelle durée vous estimez votre projet de décommissionnement? Donc on a plusieurs choix. Ça va de 3 mois à plus de 2 ans. Ça nous permettra en fait de savoir un peu où on se positionne à ce niveau-là. Oui, c'est intéressant de voir vos réponses parce que ça dépend de la taille de l'entreprise. Je pense ça dépend de l'adoption de Business Objects. Encore aujourd'hui, il y a certaines compagnies qui c'est l'outil par défaut à tous les jours pour faire du BI, mais il y en a d'autres que c'est un outil qui était délaissé pour une raison ou une autre. Et puis, ça dépend aussi si vous avez Business Objects depuis 10-15 ans avec 100 millions de rapports.
c'est sûr que c'est pas nécessairement simple de basculer vers quelque chose d'autre. Bon, je vais fermer le On va, on va, sondage. on va partager les résultats. Donc, sans surprise, hein, la très grande majorité d'entre vous l'estime à plus d'un an, donc ce qui est quand même un projet long. D'après ton expérience de consultant, toi, Patrick, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as pu observer sur le terrain? Oui, je suis assez d'accord. Business Objects, c'est un gros truc. Il y a beaucoup de contenu depuis longtemps. Et encore une fois, à part si c'est une plateforme qui était déjà délaissée, donc l'idée c'est de repartir à zéro depuis quelque part. Donc, c'est pas vraiment du décommissionnement dans ce cas-ci. Mais si Business Objects c'est vraiment, oui, utilisé, euh, de, de, de reconstruire l'équivalent des univers, reconstruire les rapports ou les dashboards, reformer tout le monde, c'est pas quelque chose qui prend 5 minutes et qu'il faut idéalement bien planifier pour que parce que c'est un projet de transformation. Bon, on peut appeler ça comme ça aussi. Et oui, plus on est préparé, le plus l'exécution va aller de la façon qu'on prévoit et que ça va aller dans le bon sens et dans le temps. Et c'est ce qu'on va essayer de vous parler aujourd'hui, de nos étapes pour vous accompagner, pour vous aider à vous accompagner dans ce process de transformer, de décommissionner en partie ou totale Business Objects vers quelque chose d'autre, Analytics Cloud ou Tableau, Power BI, Looker. Bon, Exa- il y en a plusieurs. Il y en a Exactement. plusieurs. Exactement. Et donc, comme je disais, on a regroupé un peu toute cette expérience dans 10 étapes qu'on va vous partager maintenant. Donc, voici les 10 étapes qu'on a mis en place ou qu'on vous préconise pour pouvoir décommissionner en fait efficacement. Ce qui est très important ici en premier lieu, au-delà de l'aspect technique de la chose, parce qu'on en a parlé un peu aussi lors de la préparation de ce webinaire, hein, c'est un webinaire quand même assez technique, mais ce qui est très important ici, c'est de comprendre comment Bobjet est utilisé chez vous en fait. Est-ce que vous faites de la planification par exemple? Puisqu'on sait que, on y reviendra après, mais on sait que les autres solutions fonctionnent différemment à ce niveau. Donc ça, c'est très important de comprendre comment est utilisé Business Objects et surtout d'inclure vos utilisateurs dans ce processus de décommissionnement. Donc je ne sais pas Patrick si tu veux dire un mot là-dessus. Non, on va revenir sur les 10 étapes maintenant, une à la fois, mais oui, juste faire un point sur ce que Moufid vient de dire. Je vous recommande fortement d'inclure les utilisateurs pour qu'ils vous disent ce qu'ils utilisent, ce qui est important pour eux, pour les informer des changements à venir. J'ai parlé de formation. Vous savez tous que la 4.3 de Business Objects a une nouvelle interface Webby de consommation et de création. On sait que pour certaines entreprises, c'est quelque chose qui est un peu lourd parce que il faut former les utilisateurs. Tableau, Power BI, Analytics Cloud, c'est encore plus, évidemment, c'est des produits totalement différents, avec des concepts différents. Donc, oui, très important d'inclure des utilisateurs dans les différents aspects de ce projet de transformation. Et ce projet de transformation, la première étape, on commence bien entendu hein, par l'étape de sauvegarde. C'est une étape très importante. C'est pas forcément une étape évidente entre guillemets pour tout le monde, mais on s'est rendu compte au fil des années et de notre expérience que c'est vraiment une étape primordiale dans le processus et qu'il faut absolument commencer par ça. Oui, donc nous, évidemment, on a une solution que certains d'entre vous connaissent peut-être. On a une solution qui permet de facilement faire une sauvegarde de la plateforme entière pour pouvoir récupérer du contenu s'il a été effacé. La raison pourquoi on en parle, c'est que, bon, il y a certaines compagnies qui choisiront peut-être d'avoir Business Objects qui tournent en permanence et en même temps, à côté, de construire les nouveaux dashboards et les nouveaux rapports. Exactement. Et Ça l'avantage compte donc comme ça, tant mieux. Mais il y a certaines compagnies, et bon, j'ai fait le même webinaire hier en anglais et quelqu'un demandait la même question, mais disait, est-ce que vous recommandez, bon, c'est pas qu'on recommande, mais est-ce que c'est de faire basculer peut-être
un département à la fois ou peut-être une base de données à la fois d'un outil à un autre. Et dans ce cas-ci, souvent, ce que le monde décide de faire, c'est de soit mettre ces rapports de l'ancienne plateforme en mode lecture seulement pour inciter le monde, les users à utiliser la nouvelle plateforme, ou simplement les retirer de la vieille plateforme. Comme ça, on doit utiliser la nouvelle plateforme si on veut faire du BI ou du analytics ou du dashboarding avec la nouvelle plateforme. Donc, si vous choisissez de toucher la plateforme actuelle qui est en production, de changer la sécurité, lecture seulement, ou de cacher les objets, de faire de l'archivage ou de simplement effacer du contenu qui était obsolète ou du contenu plus utilisé, assurez-vous d'avoir un backup, mais pas seulement un backup de la base de données système ou du FRS, parce que ça, c'est des bons backups pour recréer un environnement au complet. Ici, ce qu'on parle bien, c'est d'avoir une solution de backup qui permet de remettre du contenu spécifique qui a été effacé. Et c'est ça le gros avantage en fait de 360 ⁇ c'est qu'on est capable de faire de la sauvegarde non seulement complète, bien entendu, mais on fait aussi de la sauvegarde incrémentale qui va vous permettre en fait de restaurer du contenu unitairement, puisque si on perd un rapport, un utilisateur, une connexion, un univers ou quoi que ce soit, en fait, on n'aura pas besoin de remettre en place toute la plateforme pour pouvoir récupérer un objet unique. Là, avec 360 ⁇ on le fait vraiment rapidement, on récupère l'objet qu'on a perdu et ça se fait vraiment très simplement. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais peut-être te laisser l'introduire, Patrick, mais c'est l'analyse et l'évaluation de votre environnement. Oui, absolument. Donc, les 7 prochaines étapes, je pense, ils sont beaucoup sur l'analyse. Donc, l'analyse, c'est important pour se préparer et pour pouvoir exécuter le projet. Donc, dans ce cas-ci, l'étape numéro 2, évaluer le contenu que vous avez pour savoir ce qui doit être recréé dans les prochains environnements. Donc, regardez si vous avez du Webby, du Lumira, du Crystal, par exemple. Regardez les univers que vous avez. On va revenir dans le détail tout à l'heure, mais les univers, où est-ce qu'elles pointent et tout ça, bon, on y revient. Mais dans ce cas-ci, l'analyse, et pour moi, c'est une étape probablement peut-être la plus importante, la plus utile, et je ferai une démo dans quelques minutes, mais aujourd'hui, vous avez du Webby, on va dire. Ces Webby sont par-dessus un univers que vous avez construit et maintenu pendant des années. Ces univers ont des règles, des jointures entre les tables. Vous avez certains types de tables. Vous avez changé du SQL dans le select avec une calculation ou une transformation ou une autre. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait pour que la donnée soit préparée d'une façon dans l'univers et ensuite que la donnée soit présentée d'une façon dans le Webby. Et on parle des formules aussi. Des formules parfois qui sont pas simples. Hein. Je parle de formules où les variables avec des if, then, else ou avec des fonctions de calculation qui peuvent être très longues. Et c'est ces choses-là qui sont très, très longues et très compliquées à recréer dans d'autres environnements. C'est si on voit un rapport de vente, par exemple, ou de revenus, ou RH sur les employés, si on prend l'exemple RH ici, ça dit, ah ben nous, on a 142 employés. Ce 142, il a été calculé comment? Est-ce que c'est les employés temps plein ou temps partiel? Est-ce que c'est ceux qui sont au bureau aujourd'hui, mais pas en vacances? Bon, des règles, il y en a plein. Mais à moins d'analyser le rapport Webby dans le détail, d'analyser l'univers dans le détail, c'est pas possible de juste deviner comment est-ce que ces objets ont été préparés. Et avec 368, et encore une fois, je vais faire la démo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on est capable de non seulement vous dire, vous avez ce contenu, mais ce contenu, il a été créé de telle façon pour vous aider à le recréer. Ouais, vas-y, Moufid. Et je te rejoins sur un point. En fait, cette étape numéro 2, c'est peut-être l'étape en fait la plus importante de tout le processus. Et c'est une étape vraiment importante pour n'importe quel type de migration, que ce soit pour du décommissionnement ou non. Vous devez absolument, ce qu'expliquait Patrick, avoir une visibilité sur votre contenu. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de cadrer votre projet. Et c'est vraiment la base de tout. Donc avec 360 Eyes qu'évoquait Patrick et qui va donc présenter tout de suite, cette solution vous permet en fait d'extraire les métadonnées de votre plateforme, donc de Business Objects, et de faire ce qu'on appelle chez nous de la BI on BI,
donc d'utiliser l'extraction de ces métadonnées pour avoir en fait créer des rapports simplement et avoir de la visibilité sur le contenu, sur ce qui est utilisé ou non et faire un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment une étape très très importante, cette extraction de métadonnées, pour pouvoir vous donner vraiment de la visibilité sur votre contenu. Donc, on voit ici un peu comment ça marche. Donc, 360, on extrait de la métadonnée d'un peu partout dans Business Objects. Donc, le référentiel d'audit où il y a toute l'activité et aussi le file store, bien sûr, où il y a tous les webis, les univers qui sont sauvegardés et c'est le but de cette étape-ci. Donc, j'essaie de sortir. Voilà, je vais faire une petite démo live. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup d'étapes par rapport à l'analyse. Et comment ça marche? Ben, on extrait la donnée ou la métadonnée. Elle est sauvegardée dans une base de données chez vous. Et ensuite, on vous donne plein de rapports ou vous les créez vous-même, il n'y a pas de problème, c'est des rapports Webby pour consommer cette métadonnée. Et là, si on prend l'option ou l'étape numéro 2, on parlait de la documentation des rapports. Donc, on a un rapport ici, documentation. On peut documenter les Webby, les Crystal, les Lumira et tout ça. Ici, on voit un bon exemple. J'ai un rapport. Ce rapport, vous savez quel objet d'univers il utilise. Donc, ça, c'est quand même utile parce que dans Tableau, il faudra faire une data source ou dans Power BI, il faudra aller dans Power Query. Bon, peu importe quel est l'outil. Mais vous savez quel objet et dans ce rapport, vous savez quel objet est utilisé ou pas. Donc, par exemple, City n'est pas utilisé dans ce rapport, ben, ce n'est pas nécessaire. Si on voulait recréer ce rapport en mode dashboard, par exemple, bon, on sait que ce n'est pas utile. Donc, voilà. Et on sait les paramètres qui sont demandés, mais peut-être même plus important, c'est les variables, les calculations. Bon, ce n'est pas une variable très compliquée ici, mais on sait que ce qui s'appelle mes nouveaux revenus, ben, c'est en réalité seulement si c'est plus de 100 000 et qu'il y a une petite calculation ici, bon, et tout ça. Donc, oui, analyse du contenu, des objets, ce qui a été utilisé ou pas, les calculations, donc ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Et je parlais des univers aussi, le même principe, documentation, donc on rentre dans les univers, donc j'ai un UNX ou les UNV, ces univers, ils ont tel et tel objet, leur select qui est fait sur la base de données, donc bon, moi, c'est pas des selects très compliqués ici, bon, ils sont même très simples, mais pour ceux d'entre vous qui ont fait des choses avancées, vous documentez tout le principe et puis vous avez à l'accès, vous savez depuis quelle table ça vient. Si on prend Power Query dans Power BI, par exemple, il faut connaître le nom des tables, mais si vous savez, ça provient de telle table, par exemple. Donc, et puis, si je reviens sur l'utilisation, mon univers ici, on voit que mon univers, elle a plein d'objets qui sont utilisés nulle part. Ben, quand vous faites du Power Query ou quand vous faites des data sources pour les utilisateurs finaux de la prochaine plateforme, ben, vous savez ce qui est pertinent ou pas de vouloir ajouter. Donc, c'est savoir quoi recréer, savoir quoi laisser derrière aussi. Donc, tout cet inventaire-là et pareil, les 6-7 prochaines étapes, il y aura beaucoup de trucs d'inventaire, de documentation de métadonnées. Ça sera tous le même principe. Avoir des rapports par-dessus la métadonnée que vous avez extraite depuis 360. Merci Patrick. On va donc passer à l'étape 3. Cette étape, elle est aussi importante, hein. C'est l'étape donc qui va vous permettre ou qui va requérir d'analyser donc vos pics de session et votre licensing. Donc c'est une étape importante. Pourquoi? Parce qu'il y a bien entendu des histoires de coûts derrière, savoir en fait quel type de licensing vous allez avoir sur votre nouvelle plateforme. Donc de la même manière, on va être capable de vous donner cette information-là en fait et de vous montrer quels sont vos pics de session, combien de personnes se connectent chez vous en même temps, etc., etc. Donc ça va vraiment vous donner de l'information pour pouvoir construire votre nouveau modèle de licensing. Absolument.
enfin, on passe donc une fois qu'on a fait cette étape, on aimerait donc savoir maintenant sur quelle plateforme vous comptez aller. Donc, est-ce que c'est plutôt du tableau, du Power BI, du SAC, hein, on l'a évoqué également, peut-être un peu de clic, ou peut-être vous êtes juste là par curiosité, ce qui est très bien, hein, mais Ouais. voilà. Et si c'est autre chose, parce qu'on ne pouvait pas tous les mettre, hein, il y en a des centaines. Si c'est autre chose, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. Hier, hier, on a fait la version nord-américaine. Il y avait du Looker, par exemple. Bon, et, comme je vous disais, il y en a plein. Donc, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. S'il y a d'autres choses, c'est toujours intéressant, intéressant de voir les différences entre continents, entre pays, entre. Effectivement. OK. Donc on va juste laisser encore quelques secondes le temps que les gens terminent de voter. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui votent. Donc il y a des tendances hein, qui se dégagent sur deux produits déjà. Donc Ouais, je pense que tu c'est peux fermer et c'est on va intéressant. partager les résultats. Donc il y a un certain nombre d'entre vous qui sont là juste par curiosité pour prendre un peu d'informations, mais on voit vraiment que ce qui est intéressant ici, c'est Power BI et SAC qui se détachent un petit peu avec un peu de clic. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de tableau. Euh, Oui, vraiment intéressant. Hier, c'était l'inverse. Hier, il y avait beaucoup de tableaux, pas autant que Power BI, mais il y avait beaucoup de tableaux, mais zéro clic. Donc, ben voilà, les Nord-Américains n'aiment pas clic et en France, un peu plus. Voilà. Exactement. Bon, merci. Donc, on va passer directement donc, à l'analyse, donc à l'étape 4, qui va consister à analyser vos planifications. C'est quelque chose de très important, hein, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir que Business Objects est aujourd'hui leader dans ce qu'on appelle peut-être le reporting opérationnel et dans la distribution de rapports. C'est très important en fait d'avoir une vue sur ce que vous planifiez, à quelle fréquence, vers quelle destination, est-ce que vous faites du bursting de rapports, puisque tout ça, tous ces éléments-là ne seront pas forcément disponibles sur vos nouvelles plateformes en fait. Oui, en fait, c'est bien facile parfois de dire, ah, je suis pas content avec Business Objects, je vais aller sur Power BI. Bon, ben, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est, euh, changer de produit, c'est pas une mauvaise chose, mais assurez-vous que la technologie vers laquelle vous allez est capable de faire ce que vous faites aujourd'hui, ce qui est important. Donc, au travers de l'analyse, vous allez en savoir plus sur ce que vous faites et sur ce qui est utilisé. On parlait tout à l'heure d'inclure vos utilisateurs. Ils vont vous donner aussi beaucoup d'indices sur ce qui est important pour eux. Dans le cas de la planification, euh, ben, vous savez que si on prend Tableau, par exemple, ah ben, personne n'utilise Tableau ici. Donc, on va regarder Analytics Cloud, par exemple, ou Power BI. Ben, dans les deux cas, on ne peut pas faire de planification nécessairement très compliquée sur du calendrier comme on le souhaite. Planifier dans tous les formats qu'on veut et de planifier à n'importe qui. Donc, si je prends Analytics Cloud, il y a quand même 38% de vous qui avez choisi Analytics Cloud. Vous ne pouvez pas envoyer un dashboard que la donnée en Excel, par exemple, que ce soit en interne ou à l'extérieur de la compagnie. C'est pas, tous ces outils, Tableau, Power BI, Analytics Cloud, c'est plutôt en mode on va dire, de la subscription de recevoir du contenu, mais du contenu si vous êtes déjà utilisateur. Donc là, on ne parle pas de report bursting non plus, on ne parle pas d'ajouter de mots de passe sur des extensions, tout ça. Donc, moi, j'ai vu des compagnies qui souhaitaient décommissionner totalement. C'est comme ça que l'idée de départ était. Et au final, ils ont gardé une partie de Business Objects pour ce qui était opérationnel et planification, mais tout ce qui est nouveau et tout ce qui est dashboarding, ça a été transféré vers des nouvelles plateformes. Donc, on revient sur ce que Moufid disait au début, des projets de transformation qui sont assez longs parce que les planifications, c'est probablement la dernière chose que vous allez arriver euh, à transformer ou à décommissionner vers quelque chose d'autre. Donc, je pense que euh, c'est quand même intéressant de se dire ou de se rendre compte dès le départ que il va y avoir deux plateformes en parallèle pendant un certain temps. Et Exactement. avec, et avec 360, bon, vous le voyez, c'est encore une fois un rapport Webby.
comme vous faites le dire, ben, on vous dit qu'est-ce qui est planifié, quand, comment, par qui, où ça va. Et puis, ben, ce qui peut être créé ailleurs, tant mieux. Et ce qui ne peut pas être créé, ben, soit vous gardez Business Objects ou autre chose. Mais encore une fois, les utilisateurs vont vous dire ce qui est important pour eux ou pas. Exactement. Et donc, en parlant d'utilisateurs et d'inclure les métiers, hein, on passe donc à l'étape 5, qui est de répertorier les données sensibles. C'est pas forcément une étape évidente pour tout le monde, mais c'est vraiment une étape importante, puisque quand on lance ce type de projet, c'est vraiment important de documenter tout le contenu sensible qu'on a sur la plateforme. Et quand je parlais d'inclure les métiers, c'est vraiment aussi important d'inclure les métiers sur cette étape-là, parce qu'ils savent mieux que tout le monde vraiment ce qui est sensible ou non, pourquoi pourquoi c'est sensible, etc., etc. Donc, c'est important de les documenter et de garder une trace de ça. Et encore une fois, avec 360, on est capable de vous aider à faire ça. Exact. Donc, l'étape numéro 2, c'est répertorier le contenu que vous avez. Tant mieux. L'étape numéro 5, et encore une fois, 360 peut aider, répertorier le contenu qui contient des données sensibles. Vous avez investi du temps à construire de la sécurité au niveau des univers et au niveau des rapports qui contiennent cette donnée sensible. Donc, assurez-vous de pouvoir recréer cette sécurité, ces restrictions dans la nouvelle plateforme et documenter toutes ces restrictions 360 au travers de l'extraction de la métadonnée, encore une fois, vous permettre de le faire. Une étape, donc l'étape d'après, c'est de cartographier les connexions. Peut-être que tu veux dire un mot là-dessus, Patrick, qui est aussi une étape importante, hein. Toutes les étapes qu'on vous présente sont très importantes. Oui, ben celle-là, elle parle de soi, je pense. Aujourd'hui, si vous avez, je sais pas, vous avez beaucoup d'univers, j'en suis sûr. Ces univers ont chacune leur connexion, des connexions vers du SQL, de l'Oracle, du Snowflake, bon, peu importe. Ces connexions ont besoin de leur driver, ont besoin de leur username et les mots de passe, savoir à quelle base de données on se connecte et tout ça. Parce que, bon, il va bien falloir les recréer dans les nouvelles plateformes. Donc, avec Power BI, vous allez aller dans Power Query. Power Query va falloir faire des connexions en quelque part, savoir à quelle base de données, quelle table se connecter. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est la documentation de vos connexions aux bases de données, savoir ce que vous avez, vérifier que c'est supporté. Peut-être qu'aujourd'hui, Business Objects supporte une base de données qui est peut-être assez vieille, plus vieille, et que Power BI ne supporterait pas pour une raison ou une autre. Donc, encore une fois, l'analyse de l'existant et savoir quoi recréer si possible, et si ce n'est pas possible, savoir quel est votre plan B. Donc, donc ici, un exemple tout simple, des connexions avec différents types de bases de données, et puis et vous savez ce qui est utilisé et pas utilisé. Exactement. Et de la même manière, hein, ça va être exactement la même chose pour la sécurité, en fait. Vous allez avoir besoin de cartographier ou de documenter votre sécurité. C'est encore une fois une étape très importante. La sécurité, c'est très compliqué dans Business Objects. Au fil du temps, on perd forcément la visibilité de qui a accès à quoi, quel est l'héritage ou le double héritage au niveau des droits. On sait que la sécurité de Business Objects, c'est très puissant. C'est pas forcément le cas des autres solutions. Parce dans Business Objects, on a vraiment une grosse granularité, pardon. Donc, c'est vraiment important de documenter la sécurité mise en place pour pouvoir la remettre en place de l'autre côté. Et de la même manière, 360 en fait vous donnera une grande visibilité là-dessus. C'est ce qu'on a aujourd'hui à l'écran, enfin en ce moment à l'écran, pardon, avec bien entendu d'un côté les groupes et les utilisateurs, avec les ressources et aux intersections, donc la sécurité qui est mise en place. Oui, et regardez bien la sécurité que vous avez dans Business Objects aujourd'hui. Elle vous permet un niveau de détail qui n'est pas possible dans, certainement pas Power BI, Analytics Cloud et Tableau. C'est les trois que moi, personnellement, je connais le mieux. Donc, certains d'entre vous êtes dans une situation où vous avez mis des droits très spécifiques
qui seront pas possibles dans ces nouvelles plateformes. Donc, savoir ce que vous faites aujourd'hui et savoir comment vous allez gérer ces différences dans les nouvelles plateformes, c'est quand même intéressant. L'étape d'après consiste donc à identifier les utilisateurs clés et le contenu critique, encore une fois. Peut-être que tu veux dire un mot aussi là-dessus, Patrick. Ben là, ici, en fait, c'est question de faire une priorité. Donc, pour ceux qui ont des plateformes plus grosses que d'autres, pour ceux pour qui ça sera un projet avec un project manager, avec des étapes bien précises dans le temps, c'est quel contenu doit être fait en priorité. Grâce à l'utilisation, vous allez savoir, ça, c'est les utilisateurs qui se connectent le plus souvent, qui utilisent le plus de contenu. C'est ce contenu-là qui doit être recréé sans faute. Donc, voilà. Donc, ici, c'est vraiment vous aider dans la priorisation de ce qui doit être fait. Et encore une fois, 360 vous aidera bien entendu à obtenir ces informations, puisqu'on va avoir des rapports et des choses qui vont vous permettre d'identifier justement ces utilisateurs clés, le contenu critique, donc c'est ce que vous avez à l'écran, un exemple de rapport Webby, tout simplement, qui vous permet d'avoir une visibilité là-dessus, avec les dates, donc les dernières dates des dernières actions, etc., etc. Et on passe en fait ensuite à l'étape 9, qui est d'identifier Ça, c'est l'inverse. identifier les utilisateurs dormants et le contenu obsolète. Donc certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, ont un Business Objects en place depuis plusieurs années. Vous avez très certainement un nombre incalculable de rapports, et de rapports qui ne sont pas utilisés, d'univers qui ne sont plus utilisés non plus, d'utilisateurs qui ne se connectent pas. Peut-être certains même d'entre eux ont quitté la société. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir les identifier parce que c'est peut-être autant de contenus qui ne seront pas forcément à recréer de l'autre côté. Oui, c'est tout à l'heure, l'étape 8, on parlait de savoir ce qui était important. Donc, important de recréer peut-être en priorité, important parce que ça touche beaucoup de monde ou les utilisateurs clés peut-être. De l'autre côté, ça sert à rien de recréer, de documenter, de discuter, de tester si le contenu, il a jamais été utilisé. Donc, on voit des exemples ici, ou pas utilisé depuis 2 ans. Donc, donc 8, on documente ce qui est clé, et 9, on documente ce qui mérite pas d'être même considéré. Et c'est peut-être le contenu en premier que vous voulez archiver, effacer. Mais rappelez-vous, assurez-vous d'avoir un backup avant de toucher sur quoi que ce soit qui est en production. Et ça nous amène en fait tout doucement à la dernière étape qui tourne autour donc de l'archivage. Comme l'étape 2, donc l'étape d'évaluation, cette étape-là, elle est vraiment aussi très importante pour n'importe quel type de migration, donc que ce soit un décommissionnement ou non. C'est un peu la question à 1 million, mais il y aura toujours quelqu'un qui voudra savoir un peu comment c'était avant, etc. Et donc, si vous n'avez pas pris le temps de faire cette étape de documentation et d'archivage, vous ne pourrez tout simplement pas répondre à cette question. Et c'est d'autant plus vrai si votre plateforme contient bien entendu du contenu sensible. C'est d'autant plus vrai qu'on ait besoin de revenir un peu sur ce contenu et c'est bien entendu primordial de l'avoir archivé au préalable pour pouvoir y revenir si jamais on a besoin. Oui, je vais vous montrer un peu rapidement notre produit sur ce qu'on peut faire pour cette étape. Donc, je retourne ici sur mon serveur, mon serveur n'est plus en full screen pour, je ne sais pas quelle est la raison, c'est pas grave. Bon. Eh bien, c'est full screen, voilà. Moufid, OK, non. Ouais, Bon, et on va recommencer. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu vois, Moufid? oui, je vois le temps que Patrick se connecte. Donc, vous allez voir, on va accéder à une plateforme. C'est ce qui va vous aider en fait, même pour l'étape de backup. En fait, on va utiliser un peu la même plateforme. Donc, Patrick est en train de se connecter. Donc, c'est vraiment via cette plateforme que vous allez pouvoir faire votre backup
et faire toutes les tâches d'archivage et d'archivage de contenu. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, oui, donc ça, c'est notre portail 368 où je vais me connecter à mon Business Objects. Et à partir de ce portail, c'est là qu'on peut faire toutes les autres étapes. Donc, il y a les étapes de documentation, je vous ai montré tout à l'heure, on fait ça à partir de Webby, mais les autres étapes de backup, ici donc le backup, l'archivage, de remettre du contenu que vous avez peut-être effacé, ou des tâches d'administration, et ça, il y en a beaucoup, et ça, c'est le truc qui est bien parce que vous pouvez vraiment les automatiser avec d'autres produits ou d'autres étapes que vous mettez en parallèle. Donc, par exemple, si je voulais planifier en manuel ou automatiquement d'archiver mes instances sur mon Business Objects. Donc, je prends les instances, je les retire de mon Business Objects, mais je les sauvegarde sur un répertoire en quelque part. Parce que demain, si vous fermez Business Objects, parce que vous avez planifié dans le temps, évidemment, ça n'existe plus. Donc là, vous voulez peut-être mettre tous ces WID ou ces Excel ou ces PDF ou tout ça, les sauvegarder sur un répertoire partagé en quelque part, donc ils restent accessibles dans le temps. Où il y a du contenu, vous avez identifié comme étant non nécessaire de recréer, ou il a déjà été basculé sur la nouvelle plateforme, ben là, vous voulez peut-être l'archiver comme ça. Encore une fois, ça reste à votre disposition si vous voulez le remettre, mais ce n'est plus dans votre environnement existant. On parlait des planifications. Au fil de l'eau, vous allez recréer des planifications dans le nouvel environnement de la façon qui est possible de le faire. Ben, ici, en masse, vous pouvez dire telle et telle publication, je veux qu'il soit désactivé à partir de dimanche soir. Bon, donc, vous pouvez créer des tâches de mettre à jour ces instances. Pareil pour les utilisateurs. Une fois que vous avez basculé un département, vous voulez peut-être plus que les utilisateurs se connectent à votre environnement. Donc, vous avez ici accès de dire tel et tel utilisateur, je veux qu'il soit désactivé à partir de tel moment. Et tout ça, et il y en a des douzaines de tâches comme ça qui vous permettent de préparer, de planifier, automatiser ces étapes de basculation, basculer, je ne sais pas si c'est un mot, basculation, basculer entre deux environnements. Basculement, voilà. On invente des mots, on est mercredi matin, c'est l'heure d'inventer des nouveaux mots. On t'en veut pas. Donc il y a bien entendu en fait après ces 10 étapes, on a regroupé entre guillemets ces 10 étapes dans un e-book qui sera accessible bien entendu après cette présentation. Je vous invite aussi donc c'est ce que vous avez à l'écran, je vous invite aussi à visiter le site internet 368.io où on a un peu de contenu additionnel sur pas mal de choses, donc vous pourrez creuser un peu tout ce qu'on vient de présenter. Et enfin, donc on a deux packages en fait qu'on appelle Vision Essentielle qui vous permettent en fait simplement d'avoir accès à ces fonctionnalités pour pouvoir décommissionner de manière efficace. Donc si jamais ça vous intéresse, bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à nous le dire dans le chat pour qu'on puisse nous revenir vers vous et peut-être vous présenter plus en longueur et en profondeur, pardon, ces deux packs que nous vous proposons aujourd'hui. On a une dernière question pour vous. Donc c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut vous aider. Est-ce que vous souhaitez bien entendu recevoir l'e-book? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus sur les packs? Est-ce que vous voulez un essai gratuit? Ou est-ce que vous êtes client 360, vous souhaitez simplement une formation? Donc n'hésitez pas à répondre et on reviendra vers vous. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. N'hésitez pas à les poser, on va les traiter juste après. Oui, donc, juste pendant que vous votez, donc ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont clients existants, on parlait de 360 plus, Eyes et View, donc c'est peut-être des produits que vous avez déjà, donc tant mieux. Si vous n'êtes pas client de chez nous ou si vous n'avez pas tous les produits,
Pour faire simple, c'est pour ça qu'on a tout regroupé en 2 packs. Donc, vous n'avez pas à vous soucier à est-ce que c'est Eyes ou View ou peu importe. C'est tout packagé en un seul truc et c'est clé en main pour vous. Voilà. Donc, je vais fermer la question, Moufed, oui? Ouais, on a juste une question, donc de la part, si je dis pas de bêtises, de De Nadia. Nadia, exactement, de Nadia, qui voudrait savoir est-ce que les modules de 368 sont accessibles en HTTPS. Oui, donc c'est pas nécessairement une question de décommissionnement ici, mais une question de sécurité et Nadia absolument. Donc tous nos outils sont utilisables à partir de HTTPS. Il faut simplement que le Tomcat soit configuré en tant que tel. C'est dans notre documentation de comment vous voulez procéder, ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas soit à ouvrir un ticket avec notre support ou si vous le souhaitez, inscrivez-le dans le chat, on peut vous contacter pour en parler plus en détail. Exactement. Et je ne vois pas d'autres questions, Patrick. Donc, on va voir le bon côté des choses. Ça veut dire qu'on a été très clair dans dans notre présentation. Et simplement pour conclure, hein, vous avez un peu à l'écran, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc ce qu'on propose, ce que 368 propose et les cas d'usage en fait où on est capable de répondre. Donc, on a évoqué bien entendu les migrations et les mises à niveau, hein, notamment les décommissionnements, mais on est aussi capable de vous aider pour tout ce qui est qualité, test de régression, analyse d'impact, réduction des coûts, au niveau de la sécurité, de la conformité également. Donc, on a un panel vraiment large de cas d'usage sur lesquels on peut vous aider. Donc, si jamais il y a un des cas d'usage sur lesquels on peut vous aider, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On a une question qui vient d'arriver aussi, Patrick. Donc, recommanderiez-vous une approche hybride de la BI? Ah, donc oui, bonne question qui peut être interprétée. Moi, je l'interprète de 2 façons. Donc, on va dire hybride dans ce que SAP considère hybride, donc avoir Analytics Cloud et de garder Business Objects sur site. Je trouve que c'est un bon modèle dans le sens où Analytics Cloud n'est pas un remplacement pour Webby. En fait, Power BI, peut-être un petit peu parce qu'ils ont Report Builder, mais pas Tableau, pas Click. En fait, c'est 2 outils différents. Webby, on va dire, du reporting qui fait un peu de dashboard. Et puis les autres, c'est du dashboarding qui fait un peu de reporting. Donc, oui, donc d'avoir Analytics Cloud pour ce que c'est bien et que vous continuez de garder Webby en parallèle pour le reporting que vous voulez, pour les planifications que vous voulez. Donc, ça, c'est un bon modèle. Mais il y a aussi le fait qu'Analytics Cloud est capable de faire du dashboarding, mais au travers des univers. Et ça, c'est un truc qui n'est pas possible avec les autres technologies. Donc, si vous voulez garder votre investissement qui a été fait au travers des univers et vous vouliez faire du SAC par-dessus les univers, oui, c'est absolument possible de faire de l'hybride. Et puis, bon, ça, c'est la première façon que je lis la question. Je trouve que c'est un modèle qui est intéressant et probablement assez réel, comme SAC ne peut pas simplement remplacer à 100% Business Objects. Mais en hybride, dans le sens Business Objects, c'est, on va dire, Power BI ou un autre TechnoClick. Comme je le disais, c'est pareil pour SAC. Ces autres technologies n'ont pas toutes les fonctionnalités que Business Objects pouvait offrir. Donc, c'est soit que ça vous satisfait de perdre certaines fonctionnalités et de les transformer par autre chose, mais sinon, de garder plusieurs outils BI, c'est pas un truc qui est rare. Je vais même dire que c'est fréquent. Donc, je ne sais pas si je recommande. Du coup, pour répondre à la question, c'est une longue réponse. Je ne sais pas si je recommande une approche hybride, mais je la comprends et je la supporte. Voilà. Je ne sais Et pas si puis ça répond à la question. pour compléter un peu ce que tu dis, Patrick, c'est quelque chose qu'on observe aussi beaucoup avec nos clients, hein, où j'ai pas mal de clients qui ont commencé par me dire je quitte Business Objects
pour aller soit sur du SAC, soit sur d'autres solutions, puis finalement qui se rendent compte que Business Object, comme on l'a dit, est très fort pour ce qu'ils font et qui ne sont pas forcément capables de recréer la même chose de l'autre côté. Et donc, ils reviennent peu de temps après pour me dire, finalement, on va peut-être avoir une approche hybride, garder un peu de BO pour que tu disais, pour faire ce que ça fait de bien et la nouvelle solution BI pour ce que ça fait de bien également. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Hop, hop. Donc, je n'en vois pas d'autres. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier. J'ai vu que tu avais passé une slide, Patrick, de ne pas hésiter, bien entendu, à demander votre démo, demander un essai gratuit. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous pour faire cette demande et puis on vous accompagnera lors de cet essai. Donc, on va maintenant mettre fin au webinar. Encore une fois, votre avis nous intéresse, bien entendu. Donc, vous allez avoir un peu une enquête de satisfaction au moment où on va fermer ce webinar. Donc, je vous inviterai et je vous demanderai d'y répondre. Ça nous aiderait vraiment pour nous améliorer sur les prochains webinars et le prochain contenu qu'on proposera. Voilà. Merci Patrick pour ta présentation, Claire. Merci, Et à Moufid. bientôt. Merci à tous d'être venus ce matin. Bonne journée et à bientôt. À bientôt, au revoir.